La transmission culturelle des comportements. Tout un programme. Compliqué. Compliqué parce que la culture, est-ce qu'on peut mélanger la culture avec la génétique? Est-ce que la génétique dépend de la culture? Est-ce que la culture dépend de la génétique? C'est un programme qui est très vaste. Il y a génétiquement des choses qui sont déterminées et la culture va intervenir lorsqu'il y a des prises de conscience par rapport à quelque chose que l'on peut faire. Par exemple, imaginons, vous voulez attraper une fourmi. Donc vous allez là où il y a une fourmilière et puis vous dites comment je vais attraper une fourmi, imaginons ce sont des fourmis rouges, sans me faire piquer. Donc vous n'allez pas attraper la fourmi rouge, elle va vous piquer. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez faire pour attraper une seule fourmi rouge, par exemple? Donc vous êtes déterminé génétiquement à être ce que vous êtes, mais est-ce que vous avez appris génétiquement, entre guillemets, à prendre une fourmi sans se faire piquer? Eh bien, non. Bien sûr que non. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez être peut-être plus malin qu'un autre animal. Imaginez une vache à qui on demande « attrape une fourmi rouge sans te faire piquer ». La vache, elle va vous regarder et puis elle va pas comprendre ce que vous dites. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez prendre, par exemple, il y a plein de solutions possibles, mais vous pouvez prendre un petit morceau de bois, une petite brindille de bois, à condition qu'il y en ait évidemment. Mais bon, s'il y a une fourmilière, c'est que dans le coin, il y a sans doute des petits branchages. Bon, donc vous prenez un petit morceau de bois, et puis qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez sur la fourmilière, vous attendez qu'une fourmi monte, et la fourmi rouge, elle monte, par exemple. Donc, vous avez entre la fourmilière et vous, eh bien, quelque chose qui est un intermédiaire, et cet intermédiaire, c'est une petite brindille. Et ensuite, ça peut vous donner une idée ou une certaine façon de faire pour, par exemple, manger des choses. Imaginons, là, vous n'allez pas manger des fourmis rouges, mais imaginons, vous prenez un chimpanzé qui voudrait manger des fourmis noires, par exemple, ou d'autres bêtes. Eh bien, il prend la petite brindille, et puis il met la petite brindille sur la fourmilière, et puis ensuite il mange. Donc ça, c'est une transmission culturelle qui peut se faire, dans le sens où si un chimpanzé trouve une méthode avec une brindille pour manger quelque chose de vivant, eh bien, ça veut dire qu'il peut apprendre cette chose, cette culture, à ses petits, à ses descendants. Et même l'entourage du chimpanzé, par exemple, qui a vu ce chimpanzé faire, peut très bien imiter cette façon de faire. Et donc, du coup, eh bien, dans cette population précise de quelques chimpanzés, admettons, il va y avoir la possibilité de manger d'une façon différente. Bon. Alors, donc là, on va parler de transmission culturelle de comportement. Et alors, nous avons vu dans les cours précédents qu'il y avait une diversification génétique du vivant en étudiant l'inéluctable évolution du génome au sein d'une population. Donc là, on avait bien le génome qui intervenait. Mais dans ce cours-là, et on a déjà fait d'autres cours, nous ne faisons pas intervenir la génétique. Donc ça veut dire que nous allons voir maintenant, dans ce chapitre que l'on pourrait appeler le chapitre 5, des exemples de diversification non génétique du vivant qui contribuent aussi à la diversité du vivant. Donc on pourrait intituler ce chapitre 5, donc diversification non génétique du vivant. Certains animaux, donc chez certains animaux, les comportements acquis peuvent être transmis d'une génération à l'autre et constituer une source de diversité. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du chant des oiseaux, de l'utilisation d'outils dans des populations animales, de la culture notamment dans les sociétés humaines, eh bien on s'aperçoit qu'il y a, en plus de ce qui est programmé génétiquement, des façons de faire, des façons d'être qui font évoluer la population et donc qui font qu'il y a une diversification du vivant. Entre deux populations, admettons, on peut avoir des techniques différentes. Si on prend par exemple le chant des oiseaux, eh bien très souvent les oiseaux,
s'imitent les uns les autres. Par exemple, le père qui siffle va transmettre sa façon de siffler, de chanter, entre guillemets, à ses petits. Et ça, on a pu le mettre en évidence de manière tout à fait évidente et formelle. Et moi-même, j'ai fait l'essai, j'entendais un merle chanter, donc dans l'une de mes vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube, un merle chantait, et au loin, son petit, je savais que c'était son petit, pour X raisons, eh bien son petit reprenait aussitôt son chant, donc son chant de quelques phrases, quelques syllabes, et perfectionnait avec le temps ce chant, jusqu'à obtenir un chant presque parfait, mais qui n'était pas vraiment, en fait. Bon. Donc ces traits, donc on a dit, donc on peut parler du chant des oiseaux, de l'utilisation d'outils dans les populations animales, de la culture, notamment dans les sociétés humaines. Et ces traits sont transmis entre contemporains et de génération en génération. Et subissent une évolution, donc ces traits subissent une évolution. Par exemple, on peut très bien avoir l'apparition de nouveaux traits qui peuvent être sélectionnés, ou bien contre-sélectionnés, ou bien perdus par hasard ou volontairement. Bon. Donc nous allons essayer de travailler sur cette dimension culturelle de la diversification du vivant. Alors le terme de culture est entendu ici dans son sens large comme l'ensemble des savoirs et des pratiques qui se partagent et se transmettent socialement au sein d'un groupe donné. Notre objectif sera d'appréhender les modalités de la transmission culturelle au sein de populations animales. Alors, par exemple, vous pouvez trouver des documents qui vont montrer la diversité des comportements culturels chez les chimpanzés, notamment concernant l'utilisation de certains outils et en particulier la transmission culturelle de la technique de cassage des noix entre générations et par apprentissage. J'ai même constaté moi-même une corneille qui venait sous mon noyer prendre une noix, aller un petit peu plus loin, s'envoler un petit peu plus haut et lâcher brusquement la noix qui tombait par terre, se cassait, et la corneille se précipitait ensuite pour récupérer sa noix et manger le contenu. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux, donc je peux l'affirmer. Donc, alors, des restes fossiles de noix cassées, ainsi que des pierres aménagées en enclume, suggèrent une ancienneté de plusieurs milliers d'années de ce type de comportement culturel. Donc on a constaté que ça existait déjà autrefois. Vous pourriez également vous intéresser au chant des oiseaux et l'étude de sonogrammes, par exemple, ou sonagrammes, enregistré lors d'expériences d'éthologie sur le diamant mandarin, permet de montrer la transmission verticale de ce comportement par imitation entre générations. Alors verticale, c'est une génération puis une autre génération. Si on disait horizontale, ça veut dire qu'on aurait un individu et un autre individu. Un individu peut très bien transmettre des connaissances à un autre individu. Et cet autre individu peut transmettre encore à d'autres individus de manière verticale, c'est-à-dire au sein d'une même génération. Mais de génération à génération, on parle de transmission verticale de certaines cultures. Alors, vous pourriez également vous intéresser à des études réalisées sur des techniques de chasse des baleines à bosse. Alors, vous pourriez avoir également des techniques que des dauphins ont mises en place. Vous pouvez trouver sur YouTube de nombreuses, ou sur les documentaires animaliers. Donc vous pourriez trouver des exemples de telles techniques de chasse. Alors, donc chez la baleine, par exemple, donc vous avez une technique de chasse par battement de queue qui est apparue récemment chez les baleines à bosse. Alors où? Eh bien, dans le golfe du Maine, donc aux États-Unis. On observe que la proportion de la population de baleines maîtrisant cette technique a augmenté pour atteindre près de 40% de la population, ce qui montre qu'il y a une transmission rapide de ce comportement, donc sur une petite échelle de temps. Donc cette technique, elle est transmise entre les individus d'une même génération. Alors là, si vous avez bien compris,
on parle bien de transmission horizontale. Donc le succès de cette technique de chasse peut s'expliquer par une adaptation aux variations de l'accès des ressources alimentaires, notamment ici concernant certains poissons. Alors, donc il nous est dit on pense que cette évolution culturelle était liée à une diminution de la population des proies privilégiées de la baleine, c'est-à-dire les harengs. Donc on voit qu'il y a une certaine corrélation entre 1987 et 1994, par exemple, sur un document que vous pourriez trouver, donc une certaine corrélation entre la pratique de la chasse par battement de queue et la population de poissons que l'on appelle des lançons, qui sont des proies de substitution des baleines, puisque les harengs avaient tendance à diminuer. Donc ceci permet de comprendre qu'il y a des étapes en relation avec une évolution culturelle, c'est-à-dire qu'il y a une innovation, c'est-à-dire une apparition d'un nouveau comportement au sein d'une population, donc innovation suivie de la sélection culturelle. Donc ce comportement, bien entendu, va se répandre de manière horizontale et puis verticale ensuite, donc dans une population par transmission, car il apporte un avantage. Ici, ce sera bien entendu suite à la disparition des harengs qui vont ailleurs, l'apparition de lançons, et donc les lançons n'ont pas les mêmes techniques pour se déplacer ou pour échapper aux prédateurs. Et dans ces conditions, les baleines doivent adopter d'autres techniques, par exemple en battant leur queue pour pouvoir les attraper. Alors, donc tous les comportements sont des comportements. Alors, beaucoup de comportements présentés dont je vous ai parlé, et je vais vous parler après, vous allez voir d'un article qui est assez intéressant. Eh bien, ces comportements culturels sont basés sur un ensemble de savoirs ou de méthodes qui sont transmis entre les individus d'une même population. Ils ont en commun d'apporter un avantage sélectif aux individus qui maîtrisent ces savoirs et ces méthodes ou ces méthodes, soit par un accès aux ressources alimentaires. Par exemple, je vous avais parlé du cassage de noix chez les chimpanzés, mais également chez certaines corneilles. Donc lorsqu'il y a un noyer dans le coin, eh bien, il y a de grandes chances que vous puissiez observer ce genre de comportement. Bon, il ne faut peut-être passer beaucoup de temps à observer, c'est peut-être pas si simple. Alors, ils ont en commun donc d'apporter donc ces nouveaux traits de caractère, donc d'apporter un avantage sélectif aux individus qui maîtrisent ces savoirs et ces méthodes, soit par un accès aux ressources alimentaires, donc je vous ai dit cassage de noix chez les chimpanzés, les corneilles, ou bien on peut avoir des techniques de chasse chez les baleines à bosse. Donc soit également pour faciliter la reproduction en défendant son territoire et en attirant les femelles. Par exemple, ça peut être le chant du diamant mandarin. D'ailleurs, à ce propos, on observe chez le diamant mandarin, adulte, élevé, isolé de ses congénères, un chant très différent du chant caractéristique de cette espèce d'oiseau, ce qui va suggérer que le chant n'est pas un comportement inné, mais qu'il est transmis au sein de la population. En comparant les chants d'un mandarin élevé en présence de l'adulte, d'un certain adulte que l'on avait trouvé au départ, enregistré au plus jeune, donc en comparant les chants enregistrés à son plus jeune âge puis à l'âge adulte, on observe une évolution, dans le sens où le jeune a tendance à imiter le chant du mandarin qui était déjà en place. Donc on constate que le chant du jeune est encore très différent de celui de son tuteur, alors qu'il s'en rapproche beaucoup plus chez l'adulte, puisque si certaines notes présentent de légères variantes, eh bien la séquence des notes est très proche. Ça veut dire qu'on a certaines notes qui se rapprochent entre le jeune qui a appris et puis l'ancien qui a donné ce chant que le jeune a pu répéter, s'exercer à répéter. Donc ceci montre que l'apprentissage du chant se fait progressivement par imitation du chant de l'adulte. On a bien une transmission verticale et on parle également de transmission culturelle. Alors concernant l'exemple des baleines à bosse, donc il y a un nouveau comportement culturel qui est apparu, comme je vous l'ai dit précédemment, et qui s'est répandu dans une population relativement rapidement. Il est alors, ce comportement culturel, la source de diversité
au sein de la population, c'est-à-dire entre individus maîtrisant ou non ce nouveau comportement, mais également entre populations distinctes. De même, on a observé chez les chimpanzés que chaque communauté possède ses propres comportements. On peut alors supposer que soit les comportements ont divergé au fur et à mesure de la transmission entre générations d'une population à l'autre, soit qu'il y a eu des innovations dans certaines communautés absentes des autres populations. Une nouvelle trouvaille, par exemple. Dans les deux cas, cela se traduit par une évolution culturelle. Alors, on remarque également, et c'est une parenthèse, que le même type de phénomène peut apparaître pour le chant des oiseaux avec une évolution entre les populations, participant même à une spéciation, et on pourrait prendre l'exemple connu des pouillots véloces, etc. Alors, donc je voudrais vous parler d'un article que Evelyne Heyer, professeure d'anthropologie génétique au Muséum national d'histoire naturelle, a proposé et qui s'intitule « Comment la culture agit sur notre évolution ». Donc je pense que plutôt que ce texte, que cet article reste dans les annales Internet que peu de personnes ouvrent, eh bien, le fait de parler de cet article va permettre à plus de personnes d'y avoir accès. Bon, c'est peut-être un petit peu osé ce que je dis là, et je demande à Evelyne Heyer, H-E-Y-E-R, de m'accorder ce privilège de la citer. Donc nous allons faire une page d'introduction. Nous allons voir qu'il y a dans cette transmission culturelle, dans cette nouvelle façon de percevoir les choses entre la génétique et la culture, nous allons voir qu'il y a une influence de la langue. Nous allons voir également qu'il y a une organisation matrimoniale et une structuration génétique des populations. Transmission également du succès de reproduction, et nous allons voir un exemple d'évolution bioculturelle chez l'homme, et entre autres, par exemple, l'utilisation du lactose qui peut poser des problèmes. Nous ferons une conclusion, et je vais vous lire le glossaire avant de commencer, si vous voulez bien. Donc le glossaire, ça veut dire qu'on a 3 mots qui doivent être connus et qui vont être cités à un moment ou à un autre de mon explication. Le terme de génome. Le génome, c'est un ensemble, c'est l'ensemble de l'ADN d'un individu. Que ce soit la partie codante, c'est-à-dire les gènes qui s'expriment, ou l'ADN non codant, c'est-à-dire la partie de l'ADN qui ne s'exprimera pas, mais qui fait quand même partie de la molécule d'ADN. L'ADN d'un humain est formé de la succession de plus de 3 milliards de nucléotides. Alors bien entendu, il y a des séquences de nucléotides qui s'expriment. C'est un gène, donc un certain allèle qui s'exprime pour donner un phénotype moléculaire qui aura une fonction, donc une molécule en fait, qui aura une fonction bien précise au sein du métabolisme de la personne concernée. Ensuite, le terme de nucléotide. Le nucléotide, en quelque sorte, c'est l'unité de l'ADN. C'est une molécule qui est une unité. Nucléotide, c'est une molécule organique constituant l'élément de base d'un acide nucléique, tel que l'ADN par exemple. Dans l'ADN, il peut prendre l'une des 4 formes, adénine, thymine, cytosine, guanine, et donc on les désigne souvent comme les 4 lettres A, T, C, G de l'ADN. On ajoutera pour les ARN l'uracile. Ensuite, théorie et méthode de la coalescence. Qu'est-ce que ça veut dire ? On utilisera ce terme tout à l'heure. Eh bien, ça veut dire qu'en génétique, la théorie de la coalescence permet de reconstituer la généalogie d'un échantillon de séquences d'ADN homologues en remontant le temps jusqu'à l'ancêtre commun de l'échantillon. 2 séquences d'ADN sont d'autant plus proches dans l'arbre que leurs séquences se ressemblent. Voilà. Donc ça c'est important à comprendre. Commençons par une introduction dans cet article « Comment la culture agit sur notre évolution ».
L'espèce humaine est une seule espèce humaine. Même s'il y en a eu plusieurs autrefois dans nos ancêtres, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule espèce humaine. Les études génétiques ont montré sa forte homogénéité. En moyenne, 2 humains ne diffèrent que de 1 pour 1000 dans leur génome, ou séquence d'ADN, c'est-à-dire qu'un nucléotide sur 1000 est différent, ce calcul n'incluant pas les insertions et les délétions. À quoi sont dues ces différences? Eh bien, pas simplement aux pressions de l'environnement physique, mais aussi à l'environnement culturel et social. Ainsi, la langue, les règles de mariage ou de la parenté, le statut social ou l'héritage économique créent aussi des frontières symboliques entre les groupes, contribuant ainsi à façonner le profil génétique des individus. Autrement dit, la culture agit aussi sur l'évolution, comme une série d'études récentes l'ont mis en évidence. Et puis c'est presque évident de dire que la culture, donc les façons de faire, les façons d'être, enrichissent en fait le génome pour faire évoluer le monde vivant. Le premier aspect de cette influence concerne les règles et coutumes de mariage. Dans de nombreuses sociétés, les mariages ont longtemps été contrôlés par des critères culturels. Ils ont généralement lieu entre membres d'un groupe social ou culturel caractérisé par le statut social, voire la caste, ou bien l'appartenance religieuse, comme chez les juifs par exemple, les musulmans et les chrétiens, ou encore la préférence chez les mariages entre cousins. Par exemple, on a des mariages dits endogamiques ou endogames, conduit à limiter la variabilité génétique des populations. Alors, quelle est l'influence de la langue? Donc la langue fait partie de la culture. Et quelle est l'influence de la langue dans cette diversification du vivant? Au-delà des traditions, la langue est un critère culturel d'appariement entre les sexes qui influe sur l'évolution et la différenciation génétique des populations. Elle tend à créer une plus grande proximité génétique. Pour cette raison simple, c'est que les mariages sont plus nombreux entre personnes partageant la même langue, le même langage, donc qui se comprennent. Deux populations qui se mélangent par les mariages vont peu à peu se ressembler. Il va y avoir bien entendu des traits communs, des habitudes. Et inversement, les populations qui échangent peu entre elles vont progressivement se différencier génétiquement. En Asie centrale, par exemple, nous avons pu mesurer précisément cette concordance entre la proximité linguistique et génétique. Dans cette région du monde qui recouvre 5 anciennes républiques de l'URSS, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, Tadjikistan et Kazakhstan, 2 groupes de populations se côtoient. Donc dans cette région du monde qui recouvre les 5 anciennes républiques de l'URSS, 2 groupes de populations se côtoient, celle de langue turque et celle de langue indo-iranienne. Dans chacune de ces populations, nous avons collecté les données à la fois linguistiques et génétiques. Les résultats montrent l'existence de différences génétiques entre les 2 groupes, différences qui s'expliquent par la limitation des mariages entre ces groupes. Résultat plus intéressant, c'est que cette corrélation entre différences linguistiques et génétiques est indépendante de la géographie. Autrement dit, on préfère se marier avec quelqu'un proche linguistiquement, même s'il est éloigné géographiquement. Conclusion. Ici, la langue renforce les différences génétiques entre les populations de langues différentes et augmente la proximité génétique entre populations de langues proches. L'influence désormais démontrée de la culture sur les variables génétiques des populations renverse ainsi le paradigme classique qui postule ce que sont les différences biologiques qui influent sur les différences culturelles entre groupes humains. Il reste que ces différences sont faibles. Ainsi, par exemple, à l'échelle de l'Eurasie,
les deux groupes d'Asie centrale sont très proches génétiquement, ce qui montre bien que les échanges ont toujours eu lieu entre les populations malgré les barrières linguistiques. Parlons maintenant dans cette relation culture, génétique, évolution culturelle, en fait, parlons de l'organisation matrimoniale et de la structuration génétique des populations. Est-ce que la génétique, de ce côté-là, peut être en relation avec l'évolution biologique ou pas, et vice-versa? On peut se poser la question. Organisation matrimoniale et structuration génétique des populations. Qu'est-ce que l'on peut en déduire? Eh bien, d'autres facteurs culturels que la langue contribuent à agir sur la variété génétique des populations, c'est-à-dire l'organisation sociale en est un. Alors, un quoi? Eh bien, un facteur culturel. Donc, dans le monde, la majorité des populations, alors 70% à peu près, sont dites patries locales. Autrement dit, après le mariage, le couple s'installe dans le village de l'époux et l'épouse migre. Ces migrations de femmes entre villages, sur un grand nombre de générations, peuvent se mesurer par la faible différenciation de l'ADN mitochondrial entre les villages. Donc ça apporte des preuves en fait. Inversement, dans les populations matrilocales, où ce sont les hommes qui migrent dans le village de leur épouse, eh bien les différences génétiques entre les populations sont plus fortes sur le chromosome Y, qui est le chromosome masculin, bien évidemment, et donc transmis uniquement de père en fils. On retrouve donc ici l'impact d'un facteur culturel, la patrie ou la matrilocalité, sur la diversité génétique des populations. En Asie centrale, où les populations sont toutes patrilocales, on retrouve cet impact sur la diversité génétique, c'est-à-dire qu'il y a moins de différences entre les populations, pour l'ADN mitochondrial, donc qui est un marqueur de la lignée maternelle évidemment, que pour le chromosome Y, qui est un marqueur de la lignée paternelle, bien évidemment. Présent dans quasi toutes les cellules corporelles dites somatiques et dans les cellules reproductrices femelles, c'est-à-dire les ovules, qui les transmettent de génération en génération, mais absent des spermatozoïdes, les organites cellulaires, que sont les mitochondries, donc qui sont le siège de réactions énergétiques liées à la respiration, et leur ADN, sont des marqueurs de la lignée féminine. Cette signature génétique des règles du mariage nous a ailleurs permis d'estimer que les populations pygmées d'Afrique centrale seraient régies par des règles matrilocales, et ce depuis un assez grand nombre de générations. Après la langue et la règle de mariage, patrie ou matrilocale, un autre facteur agit sur la variabilité génétique des populations, ce sont les règles de descendance. Ainsi, en Asie centrale, les populations de langue turque sont dites patrilinéaires, c'est-à-dire que la transmission du nom, de l'héritage, passe par la lignée, par la voie paternelle. Par contre, les populations de langue indo-iranienne sont dites cognatiques, c'est-à-dire que chez elles, la transmission du nom et ou de l'héritage à la descendance est autant maternelle que paternelle. L'organisation patrilinéaire crée des lignées paternelles remontant à un ancêtre paternel éloigné de 7 à 10 générations. Plusieurs de ces lignages se regroupent en clans à partir d'un ancêtre paternel commun encore plus éloigné. Et les clans se regroupent à leur tour en tribus qui revendiquent un même ancêtre commun très éloigné, souvent mythique. Cette observation patrilinéaire en lignage, clan, tribu, se retrouve dans les traces génétiques, c'est-à-dire que l'on peut les observer sur le chromosome Y. Cette correspondance est intéressante car elle montre que les généalogies décrites oralement correspondent bien à des généalogies biologiques et attestent d'une organisation patrilinéaire qui existe depuis au moins 20 à 30 générations.
La filiation patrilinéaire a des conséquences génétiques, c'est-à-dire qu'elle réduit la diversité génétique au sein d'un groupe et augmente les différences entre les groupes. Donc on distingue des populations selon leur mode de subsistance, par exemple agriculteurs sédentaires, éleveurs nomades, et donc leur organisation sociale, c'est-à-dire patrilinéaire ou cognatique. Donc on peut voir là qu'il y a un autre paramètre culturel qui agit sur la diversité génétique des populations. Parlons maintenant de la transmission du succès de reproduction. Donc on travaille toujours sur la relation entre la génétique et le culturel, la vie biologique. Est-ce que le culturel peut influencer le biologique? Bon, toujours autour de ce thème-là. Donc, transmission du succès de reproduction. Un autre facteur culturel donc, agit sur l'évolution biologique d'une population, c'est ce fameux succès reproducteur des individus, c'est-à-dire le nombre de leurs enfants qui atteignent l'âge de se reproduire à leur tour et la variation de ce succès reproducteur entre individus. Ce succès dépend notamment de facteurs culturels tels que la richesse, qu'elle soit matérielle ou de relations sociales. C'est-à-dire que plus on est riche, plus les conditions de vie sont aisées, plus les chances sont grandes pour les enfants de survivre, de se marier et donc de se reproduire à leur tour. C'est ainsi que les traits génétiques de familles aisées ont plus de chances de se transmettre que d'autres. Ce ne sont donc pas des avantages biologiques au sens strict qui jouent ici, mais simplement les conditions de la vie matérielle qui sont plus avantageuses. On a donc ici un mécanisme de sélection culturelle qui agit indépendamment de la sélection naturelle. Dès les années 1970, l'existence d'une transmission culturelle du succès de reproduction à la descendance, influant donc sur l'évolution génétique des populations, a été décrite par les anthropologues. Dans certaines populations amérindiennes, d'Amazonie par exemple, les hommes de haut rang sont ceux qui ont le plus de femmes et de ce fait ont un plus grand nombre d'enfants. Ce fort succès reproducteur est transmis à la descendance, c'est-à-dire que leurs fils sont également les plus polygames et ont un succès reproducteur plus élevé. Il y a donc bien transmission culturelle du succès reproducteur au fil des générations, et donc bien là, on a donc bien là une relation avec l'évolution biologique, en plus de l'évolution génétique. Si l'on se tourne vers certaines populations de Maoris de Nouvelle-Zélande, ce sont les femmes de haut statut social qui ont un fort succès reproducteur. En effet, leurs enfants survivent mieux grâce à de meilleures conditions de vie. Le statut social est transmis aux filles qui ont, pour les mêmes raisons, à leur tour, un plus fort succès reproducteur. Les données démographiques ont permis de repérer ce phénomène dans des populations rurales françaises au XVIIe siècle, donc du XVIIe siècle en tout cas à nos jours. C'est ici la possession et l'héritage de terres qui favorisent le succès reproducteur. Et dans les populations francophones de l'Est du Québec, par exemple, le succès reproducteur est aussi transmis des parents aux enfants en lien avec l'émigration. Ainsi, la sélection naturelle laisse donc des traces de la diversité génétique des populations. À l'aide d'une méthode génétique appelée théorie de la coalescence, dont nous avons donné la définition précédemment, ça permet de reconstituer la généalogie d'un échantillon de gènes en remontant le temps jusqu'à l'ancêtre commun de l'échantillon. Nous avons mis au point un test permettant de détecter l'existence de cette transmission du succès reproducteur. L'application de ce test aux populations d'Asie centrale a permis de mettre en évidence l'héritabilité du succès reproducteur dans les populations patrilinéaires. Autrement dit, les hommes dotés d'un succès reproducteur élevé ont tendance à transmettre cette caractéristique, c'est-à-dire cet avantage sélectif, à leurs fils. Plus généralement, le succès reproducteur dépend d'un facteur culturel, entre autres la richesse ou le statut social, qui est donc transmis aux
aux descendants. En résumé, donc on peut dire que plusieurs facteurs culturels vont contribuer à agir sur la génétique d'une population. La langue, d'une part, les règles du mariage, d'autre part, le statut social, ensuite, la transmission d'un rang ou d'une appartenance religieuse. Ces phénomènes culturels ouvrent un nouveau pan sur le lien fort entre culture et évolution biologique chez l'homme. Mais on pourrait le dire ou formuler la même chose chez certains animaux. Donc il s'ajoute à ce qui est classiquement appelé évolution bioculturelle. Donc ces phénomènes s'ajoutent à ce qui est classiquement appelé évolution bioculturelle dans le cas où l'homme modifie culturellement son environnement, auquel il s'adapte ensuite biologiquement ou pas. Ensuite, on a un autre exemple d'évolution bioculturelle chez l'homme, un autre exemple un petit peu spécial, et on parle quelquefois de tolérance au lactose. Eh bien, dans l'évolution biologique simple, les individus sont sélectionnés par les pressions de l'environnement, par exemple parce qu'ils sont mieux adaptés génétiquement que d'autres à l'altitude, par exemple en région montagneuse. Eh bien, dans certains cas, c'est l'homme qui a modifié son environnement avec sa culture, et en retour, ce nouvel environnement a agi sur lui en sélectionnant ceux qui étaient biologiquement les plus aptes à y vivre, lesquels ont ensuite transmis cette aptitude à leurs enfants. C'est l'exemple classique de la tolérance au lactose, c'est-à-dire que dans la prime enfance, le lait est notre nourriture de base. Mais, dès l'adolescence, 70% des êtres humains le digèrent mal. Donc ça, il faut y penser. La lactase, alors pourquoi ? Eh bien parce que la lactase, qui est l'enzyme intestinale qui transforme le sucre du lait, ou lactose, en sucre utilisable, devient inopérante, cette lactase, ou produite en trop faible quantité. Et voilà pourquoi il y a une intolérance. Pourtant, certains devenus adultes continuent d'apprécier une forte consommation de lait. Dans certaines régions d'Afrique, de la péninsule arabique ou du nord de l'Europe, eh bien 80% des adultes tolèrent encore le lactose. Des études ont montré que des modifications génétiques, des mutations, donc sur des mutations, ces modifications génétiques, permettent de continuer à digérer le lait, l'enzyme lactase restant alors produite en quantité suffisante. Il suffit que ces mutations deviennent avantageuses pour qu'elles se répandent dans la population au fil des générations. Or, c'est le cas dans les groupes d'éleveurs dont l'alimentation est depuis plusieurs milliers d'années à base de lait frais. Car les individus porteurs de ces mutations survivent et se reproduisent mieux que les autres. De ce fait, la tolérance au lactose est très fréquente dans ces populations traditionnellement pastorales. De manière intéressante, les études génétiques ont aussi montré que ce sont des mutations différentes que l'on retrouve en Europe et en Afrique. C'est un des exemples bien documentés d'évolution convergente. On parle d'évolution de caractère biologique semblable chez deux ou plusieurs lignées différentes, éventuellement très, très éloignées, et ceci sous la pression sélective de certains facteurs environnementaux au sens large, donc qui sont similaires. En conclusion de cet article, on peut dire que partout et de tous les temps, les groupes humains ont inventé, réinventé, modifié des traits culturels pour se différencier de leurs voisins. Ces traits culturels tendent à constituer des communautés plus ou moins homogènes qui finissent par influer sur leur variété génétique. Je répète, ces traits culturels tendent à constituer des communautés plus ou moins homogènes qui finissent par influer sur leur variété génétique. La transmission culturelle ne signifie pas la fin de l'évolution biologique de l'espèce humaine, elle contribue au contraire à agir sur elle et à la modifier. Donc on a bien des relations très évidentes entre la partie génétique d'une part, que ce soit
de manière horizontale ou de manière verticale, et puis sur l'évolution biologique d'autre part. La culture fait partie de cette évolution, ça on ne peut pas dire le contraire. Donc voilà pour ce cours. En fait, on parle de transmission culturelle des comportements. On a essayé de mettre en évidence, de voir donc comment se transmettaient les comportements nouvellement acquis de génération en génération, donc de manière verticale, ou bien d'individu à d'autres individus de manière horizontale. Ça va beaucoup plus loin, hein. Lorsque l'on parle de l'espèce humaine, c'est très compliqué. La culture, les différentes cultures entre les humains, tout ça à respecter, bien évidemment. Le cours est terminé. Merci. Oui, c'est fini. Vous pouvez partir. C'est fini. Oui, c'est fini. Bon, c'était long, hein, mais bon, intéressant quand même, hein, très intéressant. Allez, bon courage pour vos études.